Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur la chaîne où aujourd'hui un tout nouveau format que j'ai envie de vous présenter. Donc aujourd'hui on part à la rencontre d'une personne extraordinaire. Alors on va inviter vraiment un petit peu tout type de personnes sur la chaîne, des gens qui ont des choses à nous raconter, du vécu, des expériences de vie. Et aujourd'hui mon premier invité, si vous avez suivi mes vidéos débrief footballistiques, vous le connaissez sous le nom de Faridinho. Il s'agit de Farid Boumaza. Bienvenue Farid, viens me rejoindre. Voilà, bonjour. Bonjour. En tout cas, je suis ravi de commencer cette première interview avec toi. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. On va s'installer là dans le fauteuil et on va parler un petit peu de ta vie parce que qui est remplie de vécu, de bonnes choses. Et Est-ce que tu es prêt à nous partager ça? Avec plaisir, monsieur le président. Allez, plaisir. on y va? On y va. C'est parti. Quel malade ce Farid. Voilà, nous voilà donc bien installés. Et donc, avant de commencer, on part avec un premier petit concept avec la boisson qu'a choisi l'invité. Donc, mon cher ami, comme on est là pour un petit temps, tu as donc choisi Aujourd'hui, j'ai choisi une chimée blanche. une chimée blanche. Voilà, c'est un peu la moins forte de toutes les chimées, une bière très connue Allez, en Belgique. Et voilà, je vous sentais. à ta santé. Et c'est Passionné parti par la bière pour, spéciale. on va dire, l'inauguration de ce nouveau concept. Et Voilà. on est parti pour ta présentation. Donc, voilà, on va commencer donc un petit peu par une petite présentation rapide, si tu veux bien, avec, on va dire, un petit peu ton CV. Et voilà, on va partir avec des petites questions rapido. Donc, est-ce que tu peux me donner ton nom et ton prénom? Jusque-là, ça devrait aller. Alors, mon nom, c'est Boumaza. Et mon prénom, c'est Farid. Farid tout seul? Farid Hussein. Allez, super. Quel âge as-tu, mon cher ami? Oh, j'ai 31 ans. 31 ans, quelle jeunesse. Ah oui, mais des nombreuses années déjà passées. Bien sûr. Alors, de quelle nationalité es-tu, Farid? Alors, je suis de père congolais et de mère belgeo-marocaine. D'accord. Voilà. Ok, donc ça un beau petit mélange, en tout cas, tout ça. Oui, c'est vrai. D'où ma couleur métissée. Voilà, c'est ça, une couleur magnifique, en tout cas. Ah, ouais, c'est gentil. Alors, ta situation familiale, Farid? Alors, je suis célibataire. Célibataire, un cœur à prendre, mes chers amis. Oui, cœur à prendre. C'est vrai, célibataire. Libre comme l'air, comme on dit souvent. Allez. Quelle est ta profession? Alors, je suis auxiliaire cuisine. Auxiliaire de cuisine. Alors, je travaille dans les cuisines d'une école spécialisée, internat. D'accord. Donc, On reviendra de toute façon après sur ce sujet. Je pense qu'il y a des choses, je pense, très très intéressantes à dire. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton lien avec le monde de l'handicap, Farid? Alors, mon lien avec le monde de l'handicap, voilà, moi je suis malvoyant et malentendant. D'accord. Et donc, je vois que d'un côté. Que d'un côté. Qui est le côté gauche. Oui. Et ma surdité est due à certaines opérations que j'ai eues par rapport aux tumeurs qu'on m'a enlevées à mon œil droit. Ok. Super. Enfin, super. Non, mais merci en tout cas de Oui, ces non. premières informations. Bon, on rentrera peut-être un peu plus dans le sujet après. Est-ce que tu peux, en attendant, un petit peu me donner tes hobbies, tes loisirs, les choses que tu aimes faire dans la vie? Alors, moi, en première chose, je suis un grand fan de foot, donc du sport aussi. Forcément, Farid qui a débriefé de nombreux matchs avec Ce moi. n'est plus un secret, On reparlera football dans cette interview. sûr, En tout cas, je pense j'espère. qu'on a des choses à dire. bien sûr. Donc, le foot, tout ce qui tourne autour du foot. Donc, aller voir les matchs, jouer au football, voilà, tout ça. J'aime aussi, ma deuxième passion, c'est quand même rencontrer les gens, parler, découvrir un peu leur vie. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne, j'ai l'impression.
Donc voilà, sinon j'aime la télé, j'aime beaucoup les émissions de télé et les séries aussi, comme un peu tout le monde, hein, finalement. D'accord. Donc voilà, c'est un peu Un peu tes passions. mes passions de tous les jours, un petit peu. Ok, bah ça me fait penser à peut-être des sous-questions que tu me lances la perche. Et toi, un grand fan de foot, quels sont tes clubs de foot favoris? Ah, non, c'est bien sûr d'abord le club de ma ville, hein, donc l'Albert. Le RAEC Mons? Oui, le c'est RAEC ça Mons, Ouais. voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le Standard de Liège. Et bien sûr, le FC Barcelone. Voilà, sinon j'aime le foot en général, hein, moi. Donc, mais c'est vrai que mes clubs de cœur, c'est ces trois-là, en tout cas. D'accord. Et tu suis particulièrement l'équipe nationale belge. Bien sûr, voilà. Mais bon, c'est pas un club, hein, c'est une équipe. C'est le cœur, ça. Le sang. Ça, c'est la vie. Oui, voilà, c'est le sang, ça. Ok. Est-ce que tu peux me donner, du coup, ton émission de télé préférée, puisque tu es un grand fan Ah, j'ai beaucoup regardé les télés il y a 10 ans, hein, c'est vrai, je regardais beaucoup. Donc mon émission entre autres que j'ai beaucoup passé de temps devant, c'est Les Enfants de la télé, préparé par Arthur, pardon. Arthur. Et ensuite il y a eu TPMP bien sûr, cette émission légendaire. Mais j'ai beaucoup aimé les émissions comme Star Academy, The Voice, j'aime beaucoup aussi. La musique, ça c'est aussi une de mes passions aussi. Et donc voilà, mais j'aime beaucoup aussi Vivement Dimanche, voilà. Pas mal d'émissions, en tout cas. Oui, voilà, j'aime un peu beaucoup la télé. Parfait. Quel est ton film ou ta série préférée? Quelque chose que tu aurais envie de recommander? Tu sais que j'aime bien parler de cinéma, en tout cas sur cette chaîne. S'il y a quelque chose que toi, tu devrais recommander à nos téléspectateurs, ce serait quoi? Ben, j'aime beaucoup Netflix aussi. Pour ceux qui connaissent, j'ai adoré ce genre de série comme Ozark. Ozark, ouais. Ozark, c'est une série suspense. Beaucoup de Suspense. gros succès, en tout cas, pour Ozark. Exactement. Je viens de regarder aussi Après toi le chaos. D'accord, ça je ne connais pas. Non, mais si vous intéressez vraiment une histoire. Je ferai peut-être un débrief sur la chaîne, qui sait. Oui, voilà, pourquoi pas. Une série à suspense, avec plaisir. Oui. Sinon, j'aime beaucoup Elite. Ce genre de Vous êtes un grand fan de Netflix, en tout cas. Oui, ouais, c'est vrai, j'avoue. Un film peut-être? Un film, quelque film, chose qui la vous a comédie marqué? française, la comédie Qui a française. marqué votre Le dîner enfance? con. Le dîner Ça de restera con. le film de toute ma vie. On sait bien que j'adore Je rigoler. précise qu'on n'est pas mercredi soir, en tout cas. Non, Si vous aviez des doutes. non, c'est pas un dîner, en tout cas, c'est l'apéro. Mais... l'apéro con, ça sera bien aussi. Hein. Bon, voilà. Pas du tout, pas du tout. On n'y est pas. Donc, le dîner con, le Père Noël est une ordure, le camping, hein, je suis un grand fan. Camping. C'est un des seuls films que j'ai eu l'occasion d'aller voir au cinéma. Ah oui, mais oui, votre c'est pour ça que compagnie. je le dis, camping, ça reste. Tu fais bien de le mentionner. Voilà. Voilà, Ok. beaucoup de films français avec des comédiens très comiques, en tout cas, voilà. Très bien. Vu que tu es un fan de musique, est-ce que tu peux me donner peut-être 2-3 artistes, des chansons, des titres qui t'ont marqué peut-être, rapidement? Ah. Donc moi, ce qui fait ça, c'est que j'aime beaucoup les années 50, 60. Oui. 70, 80, j'aime beaucoup les anciennes musiques. Mais j'ai beaucoup de respect pour Elvis Presley, bien sûr. J'adore Johnny Hallyday. Sinon, plus moderne, j'aime écouter certains raps. Mais beaucoup de respect, Maître Gims, Soprano, et toutes les générations. Vous écoutez vraiment de tout en tout cas. De Ça tout, part ouais, un peu dans tous vraiment les de sens. tout. Céline Dion aussi, voilà. Enfin, Allez, incroyable. Alors peut-être un petit peu de gastronomie dans tout ça. Quel est votre plat favori? Oh là là, vous me posez une colle là. J'aurais dû faire une liste. Hein. Sinon, j'adore les pâtes, comme beaucoup de gens. La tartiflette, la moussaka, ça j'aime beaucoup. Les hamburgers. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, et avec tout ça, quelle est votre bière favorite? Oh là là là, ça je suis très goûteur au niveau des bières. Ouais. Mais le top, ça reste pour moi, j'adore la Saféen. Et bien sûr, la Montoise, qui est devenue la Montoise rouge, hein, ça c'est pour un ami. Il me regardera sûrement, la Montoise rouge. Et la Pédieu, bien sûr, la Pédieu. Ça c'est, voilà, pour les bières en général. Allez, super. Bon, c'est en tout cas plein de bonnes choses, plein de petites recommandations, que ce soit au niveau film, série et culinaire. On se fera un plaisir de tester tout ça et de découvrir. Plaisir. Voilà, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le thème
de la déficience visuelle. Voilà, tu nous as expliqué un petit peu en introduction. Est-ce qu'il y a quelque chose, un rêve que malheureusement ton handicap t'a mis un frein, quelque chose que tu aurais aimé faire et que ça a été compliqué pour toi? Oui, ben, au fond de moi, j'aurais voulu être footballeur professionnel. Je pense que vivre de ma passion, ça aurait été formidable. Après, je pense que la vue a été un frein, oui, parce que voilà, quand on est malvoyant, ben, c'est pas si évident de jouer dans un club de foot. Ça, je pense que... Donc une carrière de footballeur pro. Footballeur pro, oui. Au FC Je dirais pas Barcelone. peut-être pas jouer au Barcelone, mais je dis Au moins au REC Mons alors. au moins le reste, au moins. Ça aurait été, Ok. donner du plaisir aux gens, ça aurait été chouette, quoi. Ça va. Bon ben voilà, c'était une petite présentation, en tout cas on va dire le CV de notre ami Farid Boumaza. Et voilà, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. On va rentrer peut-être dans des questions un peu plus longues avec un peu plus de développement. Et donc ben, la première question qui me vient à l'esprit, donc est-ce que tu nous as dit que tu étais déficient visuel et que tu avais un petit souci auditif. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus rentrer dans le détail et nous expliquer tout ça? Oui, ben voilà, ma déficience visuelle, comme je l'ai dit, voilà, je vois que c'est mon d'un côté. Donc de l'autre côté, bien sûr, je me protège en verre. Donc voilà, c'est comme un œil qu'on remplace simplement, qu'il n'y a rien en dessous. D'accord. Donc voilà, parfois... C'est pas trop gênant dans la vie de tous les jours d'avoir une écoutez, prothèse un petit peu, parce qu'en fait, malheureusement, c'est du verre. Oui. Et le verre, ça infecte beaucoup. Donc parfois, il y a des petites, comment on dit, des petites saletés jaunes qui se voient. D'accord. Que pas seulement tu fais pas attention au miroir. Finalement, moi, j'ai jamais fait attention au miroir. Mais que les gens se rendent compte souvent. Et c'est vrai que c'est embêtant. Tu as été beaucoup dans ma jeunesse parce que je ne faisais pas attention à ça. Et le fait, c'est que les enfants, tout le monde, te regarde bizarrement en disant c'est quoi, c'est un truc bizarre. Parce que, ça. bon, les gens sont sûrement au courant que c'est un œil de verre. Donc ils sont étonnés de voir quelque chose devant C'est finalement assez rare. Donc, bien sûr. Ça demande en tout cas une certaine hygiène. Hygiène, il faut nettoyer régulièrement, j'imagine. Mais parfois, par rapport au vent, au temps, Oui. ben, ça va plus vite qu'on le pense. Et parfois, ça décrase. Il suffit d'un petit mouchoir pour frotter. C'est ça. Et c'est fait. Mais par contre, on ne fait pas attention. Et malheureusement, avant, je ne le faisais pas attention, je pense. Que maintenant, c'est moins un problème que les gens me connaissent plus. Et connaissent plus un petit peu, j'imagine, le problème. Mais ça n'a pas été évident dans ma jeunesse, en tout cas. D'accord. Ok, mais en tout cas, voilà, premier point super intéressant. Et donc, tu me parles, voilà, le fait d'être malvoyant. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand on est malvoyant, selon toi, quels sont les plus gros freins dans la vie de tous les jours? Quelles sont les plus grandes difficultés qu'un malvoyant peut rencontrer, on va dire, dans sa journée type, dans son quotidien? Un malvoyant, le problème, c'est que quand il essaie d'être le plus autonome possible, c'est là qu'on rencontre un petit peu nos soucis. Et le souci, par exemple, je vais aller très bref, mais les arrêts de bus, je pense que ça fait 20 ans que ça me plairait que les arrêts de bus soient un peu plus grands. Il suffit d'agrandir un petit peu. Parce que c'est en petite écriture sur un grand panneau comme ça. Finalement, c'est génial. Ça t'est arrivé de te tromper de bus Ah oui, c'est toujours. Et voir le bus, bon, ça, c'est pas toujours possible de tout régler. Mais je veux dire, les arrêts de bus, ça serait génial d'agrandir, c'est très merveilleux. Par exemple, ça, les trottoirs. Les trottoirs, si tous les trottoirs pourraient être mis à neuf, on sait bien qu'en Belgique, c'est le problème. Des routes et des trottoirs, parfois, j'en veux à personne. Mais on aurait tous des trottoirs propres. C'est ça. Je pense qu'on se débrouillerait déjà plus facilement. On doit toujours faire attention. Tous les matins, moi, quand je vais au travail, je dois faire attention aux pavés, je dois faire attention aux trous, je dois faire attention aux plaques d'eau. C'est bien que dans la ville, les plaques d'eau, ça n'est pris. Plein de choses comme ça. Et je pense que la première chose à dire, c'est la sécurité de la personne. C'est ça. C'est pour tout handicap. Et je pense que quand on aura ça, la vie serait beaucoup plus facile pour tout le monde. D'accord. Par rapport peut-être à la luminosité, jour-nuit, est-ce que c'est des choses qui sont impactantes, tu penses? À la base, je n'avais pas trop de soucis avec la lumière, et ni avec la sombrisité.
Mais en vieillissant aussi, je pense que j'ai plus du mal aussi avec la lumière sombre, hein, le noir. Et le problème, c'est que quand il fait noir, il y a des spots, enfin, les lampes. Oui. Et ça t'aveugle plus que t'aider parfois, pour un C'est ça. malvoyant. Donc, Quand il y a une luminosité trop forte, oui, tu peux voilà, vite ouais. être, Et les phares, être les phares. ébloui. Les et phares, les voitures qui effectivement. arrivent, quand il y a du brouillard, ça c'est une catastrophe. Quand D'accord. il y a des brouillards, ça, tu vois les voitures arriver à des phares ainsi, anti-brouillard parfois, ben, ça c'est compliqué. Est-ce que tu te déplaces avec une canne blanche, Farid, ou alors tu te débrouilles sans assistance? Dire que j'ai fait un an de commotion, ça, c'est intéressant, d'abord que j'ai fait un an de commotion, donc je dois avoir une canne blanche, j'ai, on va dire, entre guillemets, j'aime bien dire ça, mais le permis canne blanche, mais franchement, je me sens pas en avoir besoin. Donc non, je ne n'utilise pas de canne Tu as blanche. encore une certaine autonomie au Oui, niveau. c'est Tu ça, fais une encore habitude confiance aussi. aux résidus visuels que tu C'est as. ça, c'est une habitude aussi, hein, on fait avec, et c'est vrai que je me vois mal prendre avec une canne. Voilà, enfin, c'est mon avis personnel, mais voilà. Est-ce que le regard des autres te gêne peut-être Non, je dirais pas ça. Franchement, je pense que ça m'ennuie plus d'avoir une canne en main, en fait. D'accord. D'avoir quelque chose. Non, parce que la canne blanche peut t'aider, vraiment, dans tout sens, dans le regard des autres aussi. Ils sont plus à t'aider quand tu as une canne blanche. Et ça, c'est parfois dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai. Et, non, je me sens pas en avoir besoin. Mais c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, ça c'est peut-être quelque chose que je voulais mentionner, où voilà, une personne qui est non-voyante, on le voit, il y a une canne blanche, c'est clair. Un malvoyant, c'est peut-être plus difficile à cerner, parce que, voilà, je pense que une personne non-voyante, on ferme les yeux, voilà, on sait qu'il n'y a aucun résidu visuel. Qu'un malvoyant, on ne sait pas s'il voit à 5 mètres, s'il voit à 1 mètre, s'il voit à quelques centimètres devant lui, s'il est gêné par la lumière, l'obscurité. Chaque cas, je pense, est différent, et donc finalement le malvoyant est peut-être un peu difficile à cerner, où il a parfois besoin de plus de matériel finalement qu'une personne non-voyante, dans certaines situations, on s'entend bien, mais Bien sûr. ouais, c'est quelque chose que j'avais pu un petit peu analyser. Oui, non, et c'est comme je disais, quand on a une canne blanche, on voit un non-voyant un peu perdu, on va l'aider. Quand on voit un malvoyant perdu, on dit il est perdu. C'est ça. Quand on voit, Ça ne se voit pas nécessairement exactement. voilà, comme les lunettes au milieu d'un visage. Oui, exactement, c'est bien dit. Mais c'est vrai que, voilà, et je pense que c'est aussi le message que je veux faire passer aussi. C'est quand vous voyez quelqu'un dans le doute, essayez d'aller l'aider. Il faut juste poser la question, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens, C'est ça. franchement. C'est vrai que je vous ai vu un peu avant l'interview, quand vous prenez votre téléphone, vous le mettez notamment Bien sûr. très près de, Après, ouais, voilà. de vos yeux pour pouvoir utiliser votre smartphone dans votre quotidien en tout cas. Oui, c'est ça. Et c'est un exemple parce que le smartphone, le téléphone, c'est quelque chose pour les malvoyants, on va dire, extraordinaire. Parce que par exemple, je parlais de l'arrêt de bus tantôt, je vais voir à l'arrêt de bus, voilà, s'il y a 2 personnes devant, c'est compliqué de venir sur son téléphone et regarder l'arrêt de bus. Donc ça, c'est une chose. Et c'est vrai qu'on a un peu aussi allez, comment dire, on ne sait pas non plus, on n'a pas envie non plus de gêner la personne et dire écoute, excusez-moi, je peux voir de près, ou on est parfois gêné parfois par la situation. Et quand je parle, c'est en général. Hein. Bien sûr. Donc voilà, et on est gêné quand on va devant, tout près d'un panneau, les gens se demandent quoi, il est bourré ou quoi. Parfois, C'est ça. t'as l'impression que les gens regardent. Ça peut mener à des situations assez Oui, cocasses, voilà, un petit peu gênantes, j'imagine. Exactement. Ok. Donc voilà. Selon toi, peut-être on va continuer avec la question suivante. Quelles sont du coup, on a parlé de difficultés, mais quelles sont du coup les forces pour un malvoyant? Quelles sont les choses qui met en place pour en tout cas se sentir plus fort dans son quotidien? Les choses, c'est... quand une personne déficiente essaie de se mettre en place, c'est d'avoir une autonomie. Quand la personne a l'autonomie, on arrive à s'en sortir grâce à quoi? À l'apprentissage, scolarité, famille et tout ce qui entoure sa vie quotidienne, s'informer via internet et tout les livres aussi. Et je pense que
la force fait que le mental. Donc le mental, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on essaye de le faire autrement. Donc quand on ne voit pas bien, quand on ne voit pas bien notre jet, le réflexe premier qu'on a, c'est le toucher. D'accord. Donc je pense que la force c'est d'utiliser l'autre sens D'autres sens, voilà. pour On met d'autres aider sens le sens en avant. qu'on n'a pas. D'accord. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment Toucher. quelque chose, une force. L'audition, peut-être? L'audition, alors moi, c'est vrai que on Pas dit toi, souvent, du coup, si t'es malentendant. exactement, mais on va en parler un petit peu parce qu'on ne parle pas beaucoup visuellement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'un malvoyant a un non-voyant, le l'ouïe est sa force. Ben moi, le problème, c'est pas de chance. Donc, le l'ouïe est ma faiblesse aussi. Donc, Tu as aussi des appareils auditifs, hein, comme ça. voilà, j'ai des trucs qui m'aident à m'entendre plus clairement, beaucoup clairement, et beaucoup mieux. Donc ça aussi, parfois, c'est un problème parce que quand tu es dans un endroit, dans un truc, on va dire, plus festif, à du Plus son, animé, bien voilà, où beaucoup de gens, et de la musique à côté, c'est compliqué de parler sérieusement à quelqu'un. Que tu ne sais pas entendre, ou quand il y a une autre langue, quand quelqu'un a un accent, un mal, quand quelqu'un a un accent, c'est beaucoup plus dur pour moi de comprendre. De capter l'information. Ouais, D'accord. voilà. C'est pas dire quoi de plus sur mon audition, parce que j'ai la chance d'entendre bien encore des appareils auditifs en tout cas. Peut-être, tu parlais tout à l'heure de smartphone. Est-ce que c'est un outil qui aide le malvoyant dans son quotidien? Bien sûr. Même le non-voyant, j'ai envie de dire pour mes copains. Parce que, comme vous disiez, on a le téléphone, on a l'appareil photo, et on peut les applications Loop aussi pour lire le journal, pour garder les arrêts de bus. Encore une fois, j'insiste sur ça, mais c'est vraiment mon problème. Pour garder le bus qu'on attend. Donc tu prends ton appareil photo et tu zoomes sur le numéro du bus. Exactement, parfois plus facile, on prend une photo et on zoome encore plus. Et tu zoomes encore plus, voilà, pour vraiment avoir le numéro en très grand. Je vais aller plus loin, les tarifs au restaurant. Ouais. Les tarifs sur les bières, hein. Voilà, ça c'est important d'avoir son donc, téléphone. même chose, on peut tous passer son téléphone. Tu prends une photo et puis tu zoomes sur la carte par exemple et pour choisir ton plat. Exactement. Maintenant en plus, avec magnifique invention des QR codes, de toutes ces applications maintenant. Les codes QR, oui, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Moi, vous le savez aussi, il y a 10-15 ans d'ici, quand on commençait à sortir, aller au restaurant, on ne savait pas se permettre de tout ça parce qu'on n'avait pas un téléphone aussi perfectionniste. Donc maintenant, on a notre téléphone à chaque fois, c'est un peu notre poche, notre téléphone maintenant. On ne sait pas s'en passer. Et c'est notre outil, c'est nos yeux un petit peu. C'est ça. Yeux, voilà. D'accord. Ok, c'est beaucoup d'informations en tout cas, franchement jusqu'à présent. Peut-être que je te propose maintenant un peu plus rentrer dans ton intimité, dans ta vie à toi, vraiment, Farid Boumaza. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux nous raconter. Et donc, première question qui me vient à l'esprit, comment s'est passée ta jeunesse? Comment s'est passée ton adolescence avec cet handicap visuel et ce petit souci auditif? Comment l'as-tu accepté? Comment l'as-tu vécu? Raconte-nous ça un petit peu, Farid. Voilà, ma jeunesse, l'avantage c'est que j'ai été très tôt malvoyant et malentendant, donc à mes 3-4 ans. Donc j'ai été très vite dans une école spécialisée. Donc j'ai eu la chance de vivre entouré de personnes déficientes, de toujours être entouré. Voilà, j'ai vécu avec ma grand-mère aussi, qui a fait le tout possible pour m'élever avec mon handicap. Donc le regard des gens, ça a été compliqué, on veut dire entre 11 et 14 ans, où là c'est l'adolescence, on commence à grandir, à essayer un peu de vivre, de sortir, d'aller dormir chez les copains et tout ça. Et parfois c'est faire aussi des copains voyants, parce que quand on est dans le spécialisé, il faut s'ouvrir aux autres aussi. Et c'est pas toujours été évident. Je ne remercierai jamais les gens qui m'ont entouré pour ça, parce que il suffit de sortir pour se rendre compte que le monde est différent aussi, hein, quand tu sors de ton handicap, de ta vie. Dans ton cercle d'amis, tu as des amis qui sont malvoyants comme toi ou qui ont un souci malentendant, sourd.
mais tu as aussi des amis Ouais. voilà, qui n'ont absolument aucun souci et vous cohabitez tous ensemble. Oui, parce qu'en fait, l'histoire est très simple. Quand on va dire que ça arrivait vraiment en sixième ou primaire et en première secondaire, quand j'étais avec des copains malvoyants, et quand ton copain, qui est maintenant mon meilleur ami, je vais dire, m'invite dans le monde, on va dire, ordinaire à ses copains, à lui, parce que lui, il avait fait de la tendration, voilà, pour la petite histoire, en fait, bref. Donc là, on rencontre des gens, on commence, et puis bon, ma famille et... Et là, tu as partagé tes expériences finalement. Et là, voilà, eux, ils apprennent comment je suis malvoyant, voilà, pardon. Et moi, j'apprends aussi, un petit peu aussi, comment ils perçoivent. D'accord. C'est ça aussi qui est intéressant, comment eux, ils m'ont perçu. Oui. Et j'ai eu la chance de tomber beaucoup sur de bonnes personnes que de mauvaises. Ça a été plus dur pour toi pendant ta jeunesse, donc on va dire aller jusqu'à tes 10 ans, ou alors pendant ton adolescence, on va dire aller jusqu'à tes 16 aller jusqu'à tes 18 ans. Quelle est la période qui, selon toi, était la plus difficile en tant que malvoyant, donc enfance, adolescence? Ben, je dirais en enfance, plus difficile qu'en adolescence. Parce que finalement, comme je dis, quand tu es adolescent, ben, tu essayes de rentrer dans un groupe. Donc, c'est plus facile. Donc, bon, j'ai ma personnalité qu'a fait aussi, sûrement. Mais quand t'es petit, que tu as 10-11 ans, les enfants de 10-11 ans sont moins adultes, j'ai envie de dire. Donc, on est plus vexé. Ils sont moins compréhensifs Voilà, de voilà, la déficience exactement, visuelle, peut-être. exactement. Donc, on est plus vexé, C'est ça? on a plus peur aussi. Et quand on grandit, bon, on comprend aussi. C'est la vie d'un déficient. C'est comprendre en grandissant. Et je pense que c'est là le déclic. Quand tu as 12-13 ans, ben, tu commences à apprendre, donc c'est moins difficile. Après, je ne dis pas que tout est facile dans l'adolescence, Oui. mais parce que justement, tu comprends le regard des gens. Là, c'est voilà, 50-50, en fait, je dirais. On en revient au regard des gens, Oui, on sent que c'est quelque chose qui te touche. Oui, C'est parce pas que- toujours facile, en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose de frappant, c'est que les gens, nous, on ne remarque pas toujours le regard des gens. Mais quand tu remarques le regard des gens, les gens ne remarquent pas que tu l'as remarqué. Je sais que c'est un peu... je vous embrouille un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est Oui, que... non, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que Quand tu te rends les gens ne compte- se rendent compte pas du regard qu'ils ont sur toi. Bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux signaler, c'est important, parce que quand quelqu'un te regarde en disant non, ça ne me dérange pas, et que tu vois que ça te dérange. C'est ça. Donc ça, c'était parfois... T'as pas envie d'être, on va dire, une charge pour éventuellement. Exactement, c'est ça. exactement. C'est le truc que j'ai toujours voulu, c'est de ne pas embêter la personne. D'accord. Et, D'être le plus autonome Le plus possible. autonome possible et le plus distrait aussi dans sa façon d'être. D'accord. On sait parfois quand on regarde son GSM, ben, on sait qu'on va se faire remarquer quand on regarde de près. Oui. Mais si on regarde un peu plus loin, on fait un effort pour regarder plus loin pour pas se faire remarquer. Ça a été un peu ma jeunesse, un petit peu mon adolescence, quoi. D'accord. Ok. Ben écoute, ouais, déjà, voilà, encore une fois, beaucoup de vécu, de ressenti. C'est vraiment très, très intéressant. Franchement, tu as beaucoup de choses à nous raconter. Tu me parlais tout à l'heure si j'ai cru comprendre, de ta grand-mère qui t'a apparemment beaucoup aidé. J'en viens à la question suivante, finalement. Comment ton handicap visuel a été perçu par ta famille? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Comment ça s'est passé? Si tu veux bien nous parler de ça un petit peu. Ben, mon petit avantage encore, c'est que ma maman était déjà déficiente visuelle, donc j'étais pas nouveau. Certains déficiences dans la famille, autres que le visuel, je veux dire le mental, la dysphasie, ou encore la malvoyance comme moi. Donc c'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'est que peut-être ma grand-mère a dû m'élever tout seul, en tant que femme courageuse. Mais comme elle avait déjà eu ma maman, c'était plus simple. Elle savait comment s'y prendre avec un malvoyant. Voilà, exactement. Et je vais te dire, c'est important parce que élever un enfant malvoyant avec une protège, c'est nettoyer sa protège.
c'est le guider, c'est regarder ses vêtements s'ils sont sales ou propres, c'est plein de choses comme ça dans la vie quotidienne. Puis elle a dû t'apprendre, j'imagine, à faire des choses autrement, finalement. Voilà. La difficulté avec moi, c'est moins visuel, mais c'est que c'était une femme. Donc moi, j'ai pas connu mon papa. Hein. Oui. Donc le fait c'est que des petites choses, apprendre à faire pipi droit, voilà, des temps rigolants, mais c'était des choses qu'elle a pas su faire. C'est super intéressant. C'est intéressant. Merci de nous partager ça. Et voilà. Et donc il y a aussi les tontons qui sont importants aussi. Certains tontons aussi qui m'ont apporté beaucoup de choses aussi comme homme et comme visuel aussi. Mon tonton qui me disait voilà, on fait pipi comme ça, parce que je ne le percevais pas de loin finalement. D'accord. Ce que je veux dire. Donc il m'a appris certaines choses, voilà, comment on fait, à couper, à ouvrir une bouteille, c'est tout con, mais ça ma grand-mère n'a pas su tout faire non plus. Faire tes lacets, est-ce que ça a été facile ou alors Oh, faire lacets, j'ai eu la chance, ça a été facile pour moi. D'accord. Ça a été facile parce que voilà, je l'ai appris aussi à l'école, j'ai eu bon professeur aussi. Mais au niveau famille, c'est vrai que j'ai eu aussi mes cousins et mes cousines qui m'ont appris aussi à me raser. Donc ça aussi, c'est pas évident. C'est vraiment le truc le plus embêtant pour un malvoyant, hein, je pense, c'est se raser. Et du coup, mon cousin, je remercie, il va se reconnaître sûrement, qui me rasait aussi, et ma cousine aussi, qui était formidable à ce niveau-là, couper les poils de nez qu'on ne voit pas, les entre-sourcils, voilà, plein de choses, comme des détails qu'on ne pense pas tout le temps, mais qui sont visuels pour les autres, mais pas pour nous. Voilà, donc, des choses qui nous viennent pas forcément. Voilà. Déficients visuels, tu vas peut-être pas voir justement. Même un miroir pour nous parfois. Ouais. Le miroir à cause du lavabo, il n'est pas si près. C'est vrai finalement. On ne voit pas tous les détails non plus. Bien sûr. Donc ça c'est important aussi de un dire. Point noir sur le peut-être, un bouton, voilà. C'est vrai. Et toujours je reconnais bien ma cousine et mon cousin qui m'ont aidé pour ça, qui sont déjà très maniaques, j'ai envie de dire, si je peux dire le beau mot, hein, maniaques. Ouais. Sur leur personnalité. Mais ça les a jamais, ils n'ont jamais été jamais embêtés par la déficience visuelle et ils t'ont toujours considéré finalement. Exactement. Ils ont été mes yeux en fait pendant des années. C'est ça. Et voilà. encore maintenant, je fais chez eux. C'est une belle phrase. Oui, ils ont toujours été mes yeux. J'ai une collègue qui dit souvent t'es mes bras et moi je suis tes yeux. D'accord. Ça c'est une belle phrase. Très belle phrase. Et ça veut tout dire en fait. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire que nous on peut aider autrement, mais si les gens peuvent t'aider, tu pourras les aider autrement. Voilà. Ok. Ça c'est formidable. Mais, transition toute trouvée, tu me parlais de ta collègue qui t'avait donné cette belle phrase. Voilà. Tu nous as dit que donc, tu étais auxiliaire en cuisine. Comment ça s'est passé ton intégration voilà, dans cette cuisine avec des collègues, avec voilà, le stress que peut être le quotidien dans une grosse institution comme ça. Est-ce que tu as eu des difficultés, le partage avec les collègues, voilà, c'est pas spécialement les amis. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on a dû mettre des adaptations pour te rendre peut-être ton travail le plus facile possible? Si tu peux m'en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé. Bien sûr, déjà voilà, excusez-moi. Mais pour le travail, en fait, c'est quelque chose de formidable. Parce que déjà, pour la petite histoire, ça fait ma 10e année que je travaille. 10 ans que tu travailles. 10 ans que je travaille, ça sera mai 2023, ça sera 10 ans. Bravo. Merci. Et que du bonheur, parfois difficile, très difficile parfois. Mais la difficulté chez moi, c'est qu'en fait, je travaille où j'étais ancien élève. Hein. Donc, déjà, j'arrive en tant que Farid, hein, bien connu de l'école, tout ça. Déjà, c'est la plus grande difficulté que j'ai eue. Ensuite, ma malvoyance. Alors, ma malvoyance, encore une fois, l'avantage, c'est qu'ils avaient déjà eu un malvoyant dans la cuisine. Donc, ils savaient comment me prendre déjà. Ensuite, c'est pas toujours évident, parce que les années évoluent, le matériel évolue. Et donc aussi, ça aussi il faut apprendre, il faut aussi lire beaucoup en cuisine, parce que bon, c'est une grosse partie de nettoyage, hein, donc je ne travaille pas seulement à la cuisine, mais je fais plus que vaisselle, préparation de chariots, et tout ce qui est matériel, hein, finalement, du mess,
enfin, plein de choses comme ça. Hein. Mon rôle, c'est un peu aider un peu tout le monde, nettoyer, ranger. La collectivité, vraiment. Collectivité, voilà. Ouais. En gros, c'est un des cuisiniers, hein, c'est commis, hein, comme on dit, ça. commis de cuisine. Et j'ai eu la chance de travailler avec des anciennes, qui avaient quasi 25 ans, 30 ans de carrière. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et ils avaient toujours ce petit truc facile. Qui sera le plus facile pour toi? Et j'ai eu la chance qu'on me pose la question là. Le plus facile pour toi, c'est de faire ça ou faire ça? Donc j'ai su m'adapter et être adapté finalement. Oui. Donc par exemple, quand je nettoie, donc on jette de l'eau, on brosse, hein, bon, je vais pas vous apprendre à nettoyer, et on racle. Ah ben j'ai une collègue qui dit toujours, bah écoute, racle une fois, je repasse derrière toi. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça depuis 10 ans, et ça ne changera pas parce que on s'entraide. Et comme je disais tantôt, ben, elle m'aide à nettoyer, on va dire, le sol. Ben, elle, comme par une collègue... Peut-être que toi, tu fais, on va dire, le gros du travail. Le gros travail, et elle vient, et elle repasse et elle derrière. vient sur les finitions, voilà. par exemple, pour que ce soit vraiment exactement. top. Ok, qu'est intéressant en le voyant, qu'il y a de l'eau par terre, que c'est un sol, on va dire, Glissant. blanc, Oui. hein, avec de l'eau, très brillant. Donc du coup, moi, j'hésite soit qu'il est sec, ou soit il reste encore de l'eau. D'accord. Et ça, c'est mon problème, en fait. Donc je ne sais pas par savoir s'il reste encore de l'eau ou si le sol est en train de sécher. Ok. Donc ça a toujours été un petit souci. Mais j'imagine que ça ne doit pas être évident même de voir, par exemple, voilà, si de la vaisselle est sale, par exemple, si tout est bien propre, ça ne doit pas être évident. Comment tu fais, par exemple, pour rendre une vaisselle nickel? Ben, rendre la vaisselle nickel, ça c'est bon, on a le fameux lave-vaisselle. Et ça, c'est vrai que j'étais devant ou derrière, ça c'est clair. Et devant, ils ont toujours été assez cool en fait, hein, parce que j'ai la chance de garder. Il faut regarder 2 fois, déjà. Garder le crêperet aussi. Mais j'ai toujours eu une collègue aussi qui disait attention, il y a une trace là, hop, on le remet, et voilà. C'est ça. On garde toujours 2 fois en fait. Et... Donc, après, ça a déjà arrivé de mettre une assiette un peu sale dans l'armoire, hein. Ça c'est déjà arrivé. Bon, ça arrive. On la voit, on la remet au lave-vaisselle. C'est pas un gros problème. Tant qu'elle n'est pas servie. Tu as finalement des collègues qui sont là vraiment au quotidien et qui t'assistent tous les jours. Des bons collègues finalement. Oui, voilà. Ça n'a pas été toujours évident avec certains au début, j'avoue. Mais on apprend. On apprend et on apprend l'un de l'autre et on s'aide en fait, hein, comme je vous disais. Tu es épanoui dans ton travail professionnel? Oui, épanoui, oui. C'est pas toujours facile, mais les choses difficiles n'ont pas à voir avec mon handicap. Voilà. Donc, oui, c'est comme le quotidien de tout le monde, forcément. Il y a des jours où on a nos journées, on a nos vies. Voilà. Il suffit d'avoir un malentendu et voilà. Mais je veux dire, par rapport à mon handicap, en tout cas, ça a toujours été très génial, quoi. De travailler avec une équipe extraordinaire, en tout cas. Ok, ben super. Question suivante, tu nous as parlé de sport, tu nous as dit que tu étais un grand fervent d'activités sportives. Ah, je vois que tu bois un coup, à mon avis tu as des choses à nous dire là-dessus. Donc, bon, ça va. Quand on est malvoyant comme toi, comment est-ce qu'on fait du sport au quotidien? Ben alors, Qu'est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques différents sports? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ben voilà, en fait, moi dans ma jeunesse, j'ai envie de dire encore, hein, bon, c'est pas très vieux, mais quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, j'ai envie de dire, j'ai pu jouer un peu au foot dans le quartier comme tout le monde, hein, voilà. Et après, un jour, en interscolaire, on a fait du torbal. Hein. Et ensuite, le torbal, c'est devenu le premier sport que j'ai pratiqué, on va dire. Tu peux peut-être dire juste vraiment en quelques mots, qu'est-ce que c'est le torbal? Alors, le torbal, c'est un sport pour déficients visuels. D'accord. Qu'on utilise un ballon sonore. Oui. Et tout le monde a un bandeau, c'est 3 contre 3. Et en fait, le but, c'est de lancer un peu la balle comme au bowling. Hein, ok. Et de marquer dans le goal adverse, c'était simplement. D'accord. Et c'était un match qui dure 14 minutes. Et voilà. Super. Et c'est très intéressant à découvrir. J'imagine que dans le futur. On parlera sûrement un jour, effectivement, de torbal. Ça vaut le détour. Ouais. D'accord, ok, donc tu as pratiqué du torbal en club. En club, voilà. C'est une histoire toute bien. Hein, c'est mon meilleur ami qui m'appelle en disant voilà, on va faire je fais du torbal, est-ce que tu veux participer? Et là, c'était mon premier club compétitif. Et ensuite, là, c'est parti pour une aventure, hein, torbalistique, comme on dit.
Oui. Et donc voilà. Et ensuite, le torbal, j'ai continué ça pendant 10 ans quasi, pendant des années. Ah ouais, donc tu as déjà une Oui, ça fait bonne 15 ans. grosse carrière à ton Ouais, 15 ans actif de carrière torbal, ouais. de torbal. Et ensuite, entre-temps, à un moment donné, j'ai commencé à travailler, midi 20h, donc ça me permet plus de faire d'entraînement. D'accord. Donc du coup, il fallait trouver un autre sport Ok. qui se pratiquait le week-end. Oui. Et un jour, sur Facebook, j'avais créé une page pour les malvoyants. Et il y a un jeune homme qui demande ah, est-ce que ça vous intéresserait de faire du city-foot. Oui. Je dis, bon, je ne connais pas le city-foot, donc le city-foot, c'est du foot pour aveugles, qui est très bien connu paralympiquement, tout ça. Bien sûr. C'est un joueur du foot qui joue à Cabando. Et du coup, je m'aventure, hein, vraiment une aventure. Je ne connais personne du côté de Charleroi, je ne connais personne, je vais là-bas. Et j'arrive dans une équipe formidable, avec des gens super sympas, professionnels, quasi professionnels, parce qu'il y avait des gens qui avaient une histoire derrière le football. Et l'histoire, c'est un monsieur qui veut faire qui entraîne une équipe pour son fils, quoi, de non-voyants. Et du coup, je fais ce sport. C'est compliqué de faire du city-foot quand on est malentendant, parce qu'on est dans le noir, donc c'est très compliqué. Oui, Du coup, forcément, ouais, c'est vrai que voilà. ça doit Du pas coup, être je suis facile. rentré, j'ai fait un an de joueur, et après je suis rentré dans le staff, où j'ai passé des très bons moments là-bas avec eux. Et ensuite, du coup, et un jour, je me dis, je vais bien créer une équipe pour malvoyants à Mons, en fait. Et donc là, je fais du foot Donc sans pour ban- malvoyants, Pour sans bandeau, du coup. sans bandeau, sans ok. bandeau. Et là, on est une équipe de malvoyants, et on fait du foot pour malvoyants. Ça, c'est la partie, on va dire, handicap. Hein. Mais et un jour, L'handisport, on parle du sport, voilà. c'est ça. Voilà. Et oui, pardon, handicap du sport pour visuel. Ensuite, un jour, j'ai un terrain de foot pas loin de chez moi. Et du coup, j'y vais. Et un jour, je parle, je bois un verre, hein, comme souvent. Et je discute avec les gens que j'aime bien savoir un petit peu, qui se passe ici. Comme maintenant, finalement. Comme maintenant. J'adore ce moment. Hein. Et ensuite, je vais et le monsieur me dit, ah ben, je te connais, hein, tu fais du foot et tout ça. C'est vrai, voilà. Hein. On discute, il me dit, t'aimerais pas faire du foot? Je dis, écoute, moi je suis malvoyant, le foot est compliqué pour moi. Il dit, écoute, on a une équipe de réserve, on est là pour s'amuser, pourquoi pas tu viendrais pas essayer? J'ai hésité quand même au début, et pour finir, j'ai été accueilli, j'ai joué au football, euh, du football en 11 contre 11, hein. Donc, visuellement, c'était pas évident, j'ai fait les entraînements là, et j'ai pris du plaisir parce que, encore une fois, j'ai eu des gens qui ont accepté un malvoyant dans l'équipe, donc le seul malvoyant dans l'équipe de football, et des vétérans avec des plus jeunes. Et, enfin, c'était vraiment chouette, une belle expérience. Et en tout cas, voilà, j'ai commencé à jouer au football aussi. J'aime pas ce mot-là, mais ordinaire, on va dire, du football, pour tous. Hein. Donc, Mais finalement, tu as un petit peu, tu nous disais tantôt que ton rêve, malheureusement, bon, tu n'as peut-être pas réussi à jouer à un niveau professionnel, mais non. tu as réussi à intégrer quand même une équipe en étant malvoyant. C'est quand même complètement fou cette histoire. Un malvoyant qui joue au foot sur grand terrain à 11 contre 11, ça, on peut vraiment être admiratif par rapport à ça. Est-ce que ça a été compliqué de t'intégrer par rapport à tes coéquipiers? Est-ce que tes coéquipiers n'ont pas été réticents au début de se dire bon bah que vient faire finalement un malvoyant ici dans cette équipe? Est-ce que le coach t'a accepté aussi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu? Comment ça s'est passé ton intégration dans cette équipe? Ben, je suis arrivé parce que bon, déjà j'étais malvoyant. Et des deux, j'avais jamais joué au foot. Enfin au foot, au grand foot en tout cas sur terrain, j'avais jamais joué dans une équipe de foot. Donc c'était deux choses déjà. Donc le coach a été très, très accueillant. En plus c'était un nouveau coach, c'était sa première fois en tant que coach. Et donc tous ceux qui l'ont suivi après aussi, ils ont été très intéressants dans leur façon de parler aussi au début. De quel côté tu jouerais, m'ont fait faire jouer sur le flanc, au moins t'es pas loin du banc, tu auras plus facile à être guidé par ma voix. Puis les coéquipiers aussi, certains. T'as pas dû été facile, hein, parce que d'autres ont beaucoup râlé aussi, hein, il faut le dire, il faut être honnête aussi. Mais dans l'ensemble, ça a été. D'ailleurs, il y a une petite histoire drôle, ou pas drôle, mais il y a une petite histoire. C'est qu'un jour, on fait un match, Oui. amical, je pense, et en fait, je joue dans le milieu. Hein,
Et en fait, il fait assez le terrain était Sombre. sombre. Et en fait, malheureusement, sur le terrain-là, il n'y avait que la moitié du terrain qui était éclairé. Quoi. Oui. Donc, ça arrive. On en revient à la luminosité, finalement, en début d'interview, et tu étais fort gêné par... Exactement. Et là, il n'y avait que des spots. Donc, des spots, ça me gêne qu'il y ait des grands spots dans tout le terrain. Oui. C'est comme s'il y avait un rayon de soleil dans les yeux à chaque fois. C'est ça. Et en tout cas, une fois, il y a un ballon qui arrive. Et moi, je ne fais pas attention. Je vais pour aller vers le ballon et je vois un joueur. Donc, je mets mon pied. Et en fait, je fais une faute très, on va dire presque méchante. Hein. Oui. C'est pas voulu, mais méchante sur les joueurs. Mais en fait, tacle c'était un coéquipier à moi. Ah, d'accord. C'était quelqu'un qui jouait avec moi. C'est vrai. Donc ça, c'est... Voilà. Il m'en a pas voulu, heureusement. C'est vrai. Donc, ce moment-là, bon, j'ai été assez embêté. Donc, je suis J'imagine, sorti- ouais, la situation est assez Ah oui, assez folle. cocasse, mais embêtante. En Elle tout est- cas, elle est pour folle toi, parce j'imagine. que Et pour... Là, j'ai failli blesser un coéquipier à moi qui jouait tous les week-ends. C'est ça. Et Tu l'avais confondu avec un joueur de l'équipe ouais, adverse. confondu, ou je l'avais pas vu en fait, je ne sais ça. pas. Mais en fait, parce que moi, je joue le ballon en fait. Et là, je pense quasi ta cheville, je pense. Et au but, bon voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, c'est ce qu'on m'a dit après. Et je suis sorti du terrain, hein. J'étais très vexé par moi-même en fait. Je me dis, et là, je me suis posé la question, je me dis, mais t'es pas fait pour ça en fait. C'est ça. Je me Donc, dis, tu là, t'es c'est remis pas en ta place. question, tu t'es dit... Ce n'est ouais. pas ta place. Donc, je suis sorti. Et là, je remercierai jamais le président de l'époque qui est venu me chercher en disant, écoute, c'est pas grave, ça arrive, il ne t'en voudra pas. C'est bon, reviens sur le terrain, tu dois prouver autre chose, quoi. Donc, je suis revenu, j'ai terminé mon match. Et après, on a bu une bière, avec mon camarade, hein, tout s'est bien passé. Hein, Il voilà. ne t'en veut plus aujourd'hui. Non, j'espère. Voilà, je vais payer un verre, hein, et tout s'est bien passé après. Voilà, c'est un peu la mentalité aussi du foot. C'est, on fait quelque chose, on fait des erreurs pendant le match, tout ce qu'on veut, et après, ce qui se passe, on prend sa douche et après on va à la buvette, on discute du match. La troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps, c'est fait pour ça aussi. C'est malheureux parfois, voilà, il y a des histoires dans le foot, mais il faut retenir ça aussi. C'est le fait de discuter, boire un verre ensemble, rigoler, et le match c'est le match, perdu ou gagné finalement. Et on gagne quoi? On gagne le fait de s'être amusé ensemble. Voilà pour une petite histoire au niveau du sport. Footballistique. Voilà. Sinon, Mais chapeau à toi. Chapeau à toi en Merci, tout cas, parce merci. que j'imagine que ça doit vraiment pas être facile du tout de t'intégrer comme ça dans une équipe. Et moi, j'en ai des frissons en tout cas de ce que tu nous partages aujourd'hui, ton expérience sportive, parce que je pense que plus d'un aurait été bloqué par leur déficience. Et tu es passé au-dessus finalement, tu es passé au-dessus et tu as osé. Tu as osé aller vers l'autre, vers quelque chose finalement dont tu rêvais de jouer au foot. Et tu as pu en tout cas vraiment te mettre dans la peau voilà, d'un footballeur, on va dire traditionnel, hein, même si j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, mais tu as pu vraiment participer à la préparation de match, les entraînements, les victoires surtout. Hein, je pense que ça doit être des moments qui marquent après tout. Et si je me souviens bien, je pense que tu as même marqué un but un jour. Oui, j'ai marqué. Non, j'ai fait une passe décisive. Et j'ai aussi marqué un goal aussi une fois un match amical, oui, c'est juste. Qui est marrant parce que d'ailleurs, moi, le coach a souvent conseillé aux joueurs de ne pas faire les balles en l'air. Et en fait, un jour, c'est quasi, je pense que ça doit être match nul, c'est un match amical encore. Et j'arrive sur un corner, au premier poteau. Et en fait, c'est assez drôle parce que il y a le corner qui arrive, et je regarde en l'air, et je vois le ballon qui arrive sur moi, bizarrement. Et là, en fait, ça touche mon bide, hein, mon ventre, et ça rentre dans le goal, quoi. Donc, Incroyable. C'est incroyable. C'est mon seul et unique goal. Le but de l'année. But de l'année. Et la passe décisive, c'est important parce que aussi, j'arrive et je suis sur le côté, je fais une passe décisive avec mon fameux pied gauche. Donc ça fait plaisir. Et j'ai joué une fois aussi en Provincial 4. C'est mon plus haut niveau, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir. C'est très bien. Franchement, félicitations à Voilà. toi pour avoir encore une fois passé le pas et avoir tenté l'expérience. Franchement, moi je pense que tu peux vraiment être fier de toi en tout cas. Et si je peux dire aussi une chose, quand on fait des matchs de foot, qui est important aussi, qui est génial, que je sais qu'il y a des arbitres, j'espère qu'ils vont regarder aussi ça, c'est des arbitres qui s'adaptent aussi aux personnes. C'est pas évident pour eux. Hein, parce Donc que tout le monde est au courant finalement que tu es Exactement, même parce même que l'arbitre. l'arbitre le voit aussi à un moment oui. donné.
Bon, il y a aussi des arbitres que je connais dans la région, mais ils viennent, ils t'expliquent, parce que c'est le visuel, l'arbitre est très visuel, hein. Forcément, ouais. Et le sifflet aussi, que j'ai du mal aussi à percevoir quand il y a du vent et tout ça. Donc parfois on m'entend pas, donc l'arbitre aussi, il vient à toi, il t'explique la chose en disant voilà, monsieur a fait une faute, on arrête, il y a une touche. Et franchement, génial. j'ai été surpris par certains. Et franchement, je ne le remercierai jamais. Je sais qu'il y en a un qui va se reconnaître. Voilà. Mais franchement, ça c'est super aussi. Quand tout le monde s'y met, les coachs, les joueurs et l'arbitre, que demander plus? C'est vrai. Que demander plus? Et les supporters aussi qui mettent beaucoup aussi sur le bord du terrain. Donc ça c'était génial, quoi. Allez, magnifique voilà. en tout cas ce que tu nous as partagé au niveau de ton parcours sportif. Pour parler peut-être d'un autre thème où je sais que tu es très, très engagé, c'est ton combat contre l'intégration de la personne handicapée. Est-ce que tu peux nous dire vraiment en quelques mots, qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? Ce que j'ai fait déjà, l'avantage c'est que j'ai eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là, comme vous l'avez expliqué. J'ai eu la chance d'avoir d'expérience à ce niveau-là, d'être accepté. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des amis, des camarades qui me disent mais comment t'as fait? Moi j'ai pas la chance de jouer dans un club pareil. Donc j'ai pu amener d'autres gens aussi à jouer avec moi dans des clubs des clubs de foot. Ça c'est intéressant aussi. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on a fait une ASBL aussi, plusieurs aussi, grâce au foot, pour le foot, pour le torbal bazar. Mais aussi une ASBL aussi, qui permet aussi de découvrir des sports ou des situations d'handicap. Donc par exemple, on avait créé un tournoi de foot, de mini-foot ordinaire, où à côté, pendant que les gens ne jouaient pas au football, ils pouvaient faire une pétanque pour aveugles, ils pouvaient être dans le noir avec une canne blanche. Donc tu les mettais vraiment en situation d'handicap visuel. C'est vrai que c'est plus visuel parce que même si j'aime bien toucher à d'autres handicaps, mais c'est vrai que le visuel, bon, c'est notre vie, donc on a eu plus facile à intégrer la personne sur ça. On a eu aussi le club tandem aussi, qui est génial aussi, que j'ai fait aussi pendant des années, qui est venu, qui mettait un bandeau sur le copilote, qui était guidé par une personne voyante, hein, heureusement. Et on fait 10 minutes, et la personne était dans le noir, qui roule en vélo. Ça, c'est impressionnant aussi. Ça doit être en tout cas très déstabilisant. Je l'ai fait moi-même, c'est impressionnant. Quand on est dans le noir, tu roules en vélo. Il faut t'as le vent, t'as le soleil, t'as la pluie. Il faut faire confiance vraiment à 100% du coup à son pilote. Exactement. Ça doit pas être évident. Exactement. Donc on a pu faire plein de choses comme ça et d'intégrer. Et le tournoi de foot, c'est génial parce qu'il y avait des malvoyants, il y avait des gens qui ne savaient pas lire ou écrire, veut dire au bar, des gens qui faisaient leur sandwich. Voilà, des personnes donc t'essayes vraiment d'intégrer tout le monde dans tes activités. Tout le monde. Et j'ai pu travailler des gens, des barman, qui ont pu travailler avec des gens, des non-voyants, des malvoyants. Et ça, et même, je veux dire, au niveau des plannings et tout, on a eu des non-voyants, tout ça. C'était formidable. C'est vraiment le truc. Pour moi, c'est une passion hein, de pouvoir faire découvrir aux gens. Faire découvrir le monde de l'handicap et intégrer finalement... Ouais. Et ça, je pense que ça a changé un peu la vie aussi. Oui. Parce que ça a changé un peu la vie parce que du coup, les gens, quand ils sortent du tournoi, quand ils te voient après dans le quartier, dans le village ou en ville, on dit ah mais voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Grâce à toi. Et grâce à toi, grâce à ton équipe, parce que je ne suis pas tout seul à faire ça. Hein. Donc j'ai une équipe autour. Et voilà, ça c'est une belle raison de l'avoir fait en tout cas. D'accord. Ok. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour faciliter la vie des malvoyants dans leur quotidien, qu'est-ce que tu ferais? En tout cas, je pense que la sécurité avant tout, la sécurité de la personne, qui peuvent marcher en toute liberté, qui peuvent voir que tout soit agrandi, que je veux dire, plein de détails, la sécurité et l'assurance aussi. Vraiment mettre quelque chose en place que les gens pourraient avoir facile à faire, tout simplement. Que leur quotidien soit facile. Dans leur déplacement, dans leur autonomie. Exactement, ce que je disais. Donc,
comme je disais tantôt, les trottoirs, que tous les trottoirs soient beaux, soient larges, soient Sécurisé. Pardon. Que les trottoirs soient sécurisés finalement Exactement. pour un déficient visuel. Ce qui est compliqué, c'est les trottoirs, les petits trottoirs. Oui, Il y a un petit trottoir qui fait même pas 1 mètre, et à côté il y a une piste cyclable. d'accord. Ça c'est compliqué. Pour un malvoyant qui se promène, c'est compliqué. Parce que parfois il peut avoir un pied sur une piste cyclable à côté, et puis finalement il y a un vélo qui arrive. Moi par exemple qui ne voit pas bien, qui n'entend pas bien, Ah oui, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure finalement, où ben voilà, si un cycliste arrive, il va voir. Si c'est un non-voyant, ben, il va le voir avec sa canne. Si c'est toi, ben, il va se dire, il va dire, hey, que fait ce type finalement? Ouais, sur la non, mais piste je vais, cyclable? je vais être plus naturel que vous. Hein. Mais qu'est-ce que fait ce con au milieu de ma piste cyclable? Non, mais c'est vrai, C'est ça. c'est comme ça, c'est le monde. J'en veux à personne parce qu'on est tous comme ça. Mais que fait ce con au milieu de la piste D'accord. cyclable? Mais voilà, après, la personne n'est pas censée savoir non plus. Forcément. Mais c'est tout le monde, ce que j'aimerais, hein, que tout le monde ait cette réflexion, qui n'est pas évident parce que tout le monde n'a pas une réflexion au premier comme ça. Avoir ça, c'est très Ce serait génial. c'est très génial. Et bon, voilà. Mais le monde est fait pour apprendre, hein, de toute façon. Tout à fait. Tout à fait. Ben, franchement, Farid, ça a été vraiment un grand plaisir que tu nous partages tout, on va dire le quotidien d'un malvoyant, d'un déficient visuel malvoyant. Beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu, en tout cas, d'anecdotes familiales qui sont vraiment sympathiques. Et en me renseignant un petit peu auprès de ton entourage, en discutant, il y a des informations qui me sont venues, on va dire, à l'oreille, où on m'a dit que tu étais un danseur exceptionnel de rock. Et que tu avais apparemment un contact où tu arrivais, entre guillemets, à emballer toutes les filles de la boîte. Et apparemment, tu es voilà, tu es réputé dans la région pour être le danseur fou. Bah, c'est vrai. C'est vrai que... En plus, ce qui est marrant, parce que cette histoire de danse, ça me touche vraiment, parce que j'ai appris à danser avec ma cousine. Voilà, qui malheureusement ne peut plus danser à cause voilà, des soucis d'handicap au niveau des jambes. Mais on a appris à danser dans les mariages, dans les baptêmes. Et franchement, c'est beaucoup d'émotions parce que on a appris comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des fêtes. Et j'ai appris à danser. Et moi qui adore le rock'n'roll en plus. Le rock'n'roll, ça c'est... Tu me parlais d'Elvis tantôt, hein? Oui, voilà, enfin d'Elvis et de Little Richard et compagnie. Mais c'est vrai que on aimait bien danser. Et encore maintenant, c'est vrai que... Et beaucoup de gens que je connais pas, finalement. On arrive à des nouvel an, à des fêtes ainsi, et hop, on prend une... Vous voulez danser, et hop, c'est parti. Mais je sais danser dedans que le rock'n'roll, hein, quand même. Oui. Mais un peu de tango, on va dire. On essaye, mais le principe à l'avant, c'est de Et t'amuser. donc là, tu passes vraiment au-dessus, encore une fois, de ton handicap, puisque tu n'as pas peur finalement d'aller inviter une fille à danser. Non, tu arrives non, mais c'est vrai que c'est Comment pas toujours tu fais, évident, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de refus, hein, vous savez. Mais beaucoup de refus. Mais parce que après, beaucoup de refus tout le moment. Et après, les filles, comme elles voient danser, bah, ils reviennent. C'est juste sur la danse, après, beaucoup d'inconnus. Hein, et après, justement, et là, ma passion, c'est danser et faire connaissance de ces personnes après, en fait. C'est ça. Et après, j'ai eu la chance de danser avec des danseuses aussi, hein, des gens qui savaient danser vraiment. Et où là, c'était un peu moins professionnel, j'ai envie de dire qu'elle. Mais c'est un plaisir avant tout, avec, voilà. Et puis on boit un verre. Dommage qu'on n'a pas un peu de place, hein. Tu nous aurais fait une petite démonstration, Oh oui, qui sait, oui, mais oui, bon, avec- on essaiera peut-être de trouver des Mais- archives. oui, qu'on vous mais mettra- j'ai des qu'on vous archives à mettra vous en envoyer, fond. je vous enverrai des archives. Ah hein, ben voilà, intéressant. on mettra alors une archive. En tout cas, je en remercie, fond. je remercie toutes les danseuses. Je peux aujourd'hui, non, je plaisante, mais Allez, voilà. J'adore danser et on a le rythme. Et vous parlez de danse, et je parle aussi de danse aussi avec mes amis et mes frères, où on danse un peu de musique africaine aussi, où le son nous transporte. Donc ça, c'est intéressant aussi de partager ces moments de danse où on peut, où il n'y a plus de handicap, où il n'y a plus il n'y a plus que d'âge. la musique et la danse. Oui, voilà, il n'y a que la finalement. musique et la danse, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de handicap. Et ça, c'est peut-être le moment où on fait moins attention aux personnes quand on danse et quand on chante. Il est bon. Hein.
Il est bon. Donc voilà, merci. Incroyable. Ben écoute, franchement, incroyable cette interview. J'en perds même mes mots. Ah oui, c'est rare qu'on t'ait Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas, de ton quotidien. Et il y a quelque chose que je voulais faire en terminant tout doucement cette petite interview. Est-ce que tu aurais une anecdote vraiment marrante liée à ton handicap pour un petit peu désensibiliser de tout ça et être un peu plus à l'aise et se dire, voilà, une situation vraiment cocasse liée à ton handicap visuel ou auditif, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit que tu pourrais nous partager? J'ai une histoire formidable. Alors, on était au mois d'octobre, novembre. Alors, je parle de ça il y a bien une dizaine d'années. Hein. Et en fait, je prépare mon sac chez moi et je m'en vais à Mons pour aller dormir chez mon pote parce qu'on a Torbal le lendemain. Donc, comme c'est en Flandre, bon, j'allais dormir chez lui, c'était plus simple. Donc, j'arrive et c'est vrai qu'on est en hiver, donc il est 18h, hein, je pense, 18h, non, 5h, 18h, oui. Et donc, j'arrive à une rue à Mons, c'est pas loin de la place Nervienne. Et j'arrive à Mons. Il fait très noir dans cette rue-là, en fait. Et j'ai mon sac de sport, j'arrive, tranquille. Et ensuite, je vois une camionnette de flic qui avance tout doucement et qui se gare. Là, je dis, bon, c'est pas pour moi, je m'arrête, hein, c'est pas pour moi. Bon, je continue, donc je marche tranquillement. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que là, du coup, je sens que la voiture s'arrête et que les portes se claquent. Et j'entends, monsieur. Je dis, oui, arrêtez-vous. Je dis, ok, je m'arrête brusquement et je vois que c'est les policiers qui t'avancent. Ouais. Bon, j'avais remarqué la camionnette avant, mais bon, je ne me suis pas dit que c'est eux qui m'appelaient. C'est ça. Donc, c'est ça. Prenez votre sac et mettez-vous contre le mur. Oula. Je dis, oh là, contre le mur. Un peu secement, il me dit, passez-moi vos cartes d'identité. Et tout ça. Et alors, pendant que l'autre, il regarde dans son lecteur, à mon avis, et puis, ils n'ont pas fait attention, il regarde, et puis, il regarde, vous avez quoi dans votre sac? Je regarde, c'est des vêtements de sport. Et donc j'avais un sac blanc. C'est ça, des regards. C'est quoi? Bon, c'est des boissons, hein, des sandwichs, hein, on parlait des sandwichs avant. Et regarde, de lampe de poche. C'est impressionnant parce que je crois dans un film là. C'est ça. Et regarde. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors il me met contre le mur, une chipote, et regarde, dans mes poches et tout. Fouille. Hein. Je dis, bah, c'est mes clés, c'est quoi ça? C'est mon briquet. Ben, voilà. Et alors, contre le mur, regarde. Et puis, qu'est-ce que vous faites tout seul dans le noir? À cette heure-ci, j'ai écouté déjà, je vais chez mon pote, c'est l'hiver, donc il fait vite noir, il fait froid en plus. je vais là, et il habite où? Ici, enfin la rue, à 200 mètres, je suis chez lui, quoi. Ah ok, puis il regarde, ils parlent entre eux, et puis il dit, ah excusez-nous monsieur, mais c'est parce qu'on recherche une personne pour vol de voiture. Je fais, ah, donc je sors ma carte. Carte bleue que je vais quand même vous montrer, c'est intéressant. Donc, que je n'ai pas, malheureusement. Merde. J'ai une carte bleue que je sors, et en fait, une carte avec le logo le logo d'une personne qui a une canne blanche. Et je remonte, et que voilà. Je suis malvoyant, je ne peux pas conduire. Et là, il me regarde, bêtement, il fait, excusez-moi monsieur, je vous rends votre carte d'identité, passez une bonne soirée. À vous aussi. Et j'ai vu la tête de l'autre qui souriait, hein, qui avait des sourires ainsi. Et à mon avis, ça a dû rigoler au poste de police aussi. Et moi, quand je suis rentré chez mon meilleur ami, et j'ai raconté ça à son beau-père et sa maman, ils étaient éclatés de rire. Mais et c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, ils m'ont pris pour une personne. Pour un voleur, j'imagine. Je ne sais pas si c'est mon côté métis. Je ne veux pas dire ça, mais... ou que le fait qu'il faisait très noir, j'avais un sac à dos. Mais c'est très drôle parce qu'il était tellement sérieux au début et qu'après détendu en disant excusez-nous monsieur, on cherche un... Finalement, pour en revenir à votre film Le Dîner de con, ils ont dû se dire avec cette réplique culte, à la boulette. À la boulette. Non mais c'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que ils avaient l'air tellement secs et tellement sympathiques à la fin, quoi. Voilà.
Ah ben. Moi, je la trouve très sympathique cette histoire. Ton histoire. Je la raconte depuis des années Ton et c'est histoire vrai que je l'ai même raconté une fois à un policier et ça l'a fait rire à mort. Hein. J'ai dit mais mes collègues sont cons, c'était possible. Et voilà. Mais j'ai beaucoup d'humour et je n'en veux pas parce qu'ils font un travail extraordinaire. Non, mais l'histoire est folle. L'histoire est vraiment incroyable. L'histoire est folle. Donc voilà pour la petite histoire. Génial. Bah écoute, on termine cette interview avec le sourire aux lèvres finalement, tel que ça a été pendant toute cette interview. Et je voulais vraiment en tout cas te remercier pour ta venue et tu auras été un petit peu mon cobaye sur sur cette première interview. Je suis vraiment content de t'avoir accueilli et que tu nous aies partagé vraiment ton vécu avec beaucoup d'émotions et franchement c'est vraiment touchant. Merci à toi Farid de nous avoir raconté ta vie et la vie d'un déficient visuel et les difficultés finalement que peut éprouver un déficient visuel tout au long de son quotidien, dans le milieu sportif, dans le milieu du professionnel, culturel, dans le culturel, tous les jours finalement, dans la difficulté qu'est de prendre un transport, d'avoir son autonomie. Voilà, c'est des choses pas évidentes et je pense que tu nous as vraiment bien expliqué ça avec beaucoup de cœur et je tenais vraiment à te remercier. Et pour un petit... moi, je voulais dire aussi, c'est que cette interview, cette vidéo promet d'être formidable. Et je sais que vous avez d'autres projets. Et qui est important pour parler d'handicap, c'est très important. Et je pense que bravo pour cette initiative. Super. Voilà. Et je suis content d'être le premier, on va dire. Voilà. Mais ce n'est sûrement pas le dernier. Et loin de là. Je sais qu'il y a d'autres qui atteignent. Voilà, il y a beaucoup de choses en tout cas dont j'aimerais parler. Voilà, vous avez parlé de Torbal, c'est des choses que j'aimerais vous montrer. En tout cas, on va essayer de mettre tout ça en place. Et voilà. Mais tu es en tout cas le premier d'une longue série, j'espère. Et on est parti pour de belles aventures. De toute façon, nous, on se retrouvera certainement encore pour des débriefs footballistiques. Ah, mais avec plaisir. C'est pas la dernière fois que nous te verrons. Non, mais à chaque fois on dit ça, on va encore plus vite que prévu. Donc, c'est vrai. En tout cas, vous souhaitez une bonne année. Et, voilà, et à votre merci. santé. Écoutez, moi j'ai terminé ma bière. Finalement, pour cette interview, je vais la terminer en direct. J'ai beaucoup plus parlé que vous. Voilà, donc mes chers amis, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vraiment donner de la force à Farid en commentaire et à réagir à tout ce qu'il a pu nous partager. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour d'autres débriefs footballistiques, d'autres débriefs cinématographiques et d'autres rencontres comme nous l'avons vécu aujourd'hui avec notre cher ami Farid. Voilà, n'hésitez pas à partager également cette vidéo parce que ça me tient particulièrement à cœur et on a vraiment fait un gros travail là-dessus avec toutes les images qui ont été proposées tout au long de cette interview. Donc voilà, merci en tout cas à tout le monde pour votre soutien. Merci à Farid, merci au monteur qui est là et qui fait un très gros boulot. On se retrouve très prochainement sur la chaîne et à très bientôt. Et encore une fois, merci mon cher ami Farid Boumaza. Avec plaisir. Voilà, à bientôt les amis.